avec nos collègues pour qu'ils puissent le regarder en différé. On va lancer l'enregistrement. Maintenant, tu me diras quand ce sera bon. Je l'ai lancé. C'est bon, très bien. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Agnès Guiral, je travaille à la direction RSE de GFS. Et donc, on est heureux de vous accueillir pour cette conférence, donc une conférence dédiée aux dons sur salaire et qui est la première conférence de nos semaines dédiées au développement durable, donc qui s'étale sur 3 semaines encore cette année. Et on l'a construit autour de 3 thématiques. Une première semaine sur la solidarité, une seconde sur l'environnement et une troisième sur le change. Donc, on démarre avec une semaine dédiée à la solidarité, donc cette conférence sur le don sur salaire. Il y aura une autre conférence vendredi midi sur les journées solidaires et également des conférences de présentation des partenaires de la fondation de Natexis Foundation. Une semaine dédiée à l'environnement, la deuxième semaine à partir du 26. Et enfin, à partir du 4 octobre, à partir du 3 octobre, pardon, une semaine dédiée au change avec une conférence qui s'appelle un boost inspirationnel. Et je vous invite vivement à rejoindre cette conférence le 4 octobre. Elle aura lieu à l'heure du déjeuner en présentiel à Liberté 2, sinon par Teams. Voilà. Tout le programme est disponible d'ailleurs sur l'intranet de GFS dans les pages des news. Voilà, donc on va tout de suite enchaîner sur le plan de ce séminaire. Voilà, donc je ferai une petite introduction. Donc voilà, je suis à la direction RSE de GFS et je suis épaulée pour ce séminaire par Adeline Guéral qui nous aide à faire la présentation des slides ainsi que Salomé Colombier. Après, nous avons la chance de recevoir 4 représentantes d'associations bénéficiaires du don sur salaire et je les remercie vivement d'être là aujourd'hui. Voilà, donc Bénédicte Leray qui nous parlera de Terre de Liens, Rachel Danan pour France Alzheimer. Donc c'est Pascal Madame Rémy. Pascal Rémy, merci pour Sport dans la ville. Et Aurélie Lachenot pour Action contre la faim. Donc, elles ont chacun un challenge, c'est de présenter leur association et les actions soutenues grâce aux dons sur salaire dans un laps de temps de 10-15 minutes. Voilà, donc on va aussi avoir le dur rôle de faire un peu timekeeper pendant cette conférence, de manière à laisser quand même un temps de parole. Et surtout, n'hésitez pas également à mettre des questions dans le chat qu'on essaiera de relayer au fur et à mesure de la présentation. Ce sera plus agréable et plus vivant. Voilà, donc on enchaîne rapidement sur une courte introduction pour vous rappeler ce que c'est que les enjeux de ces sujets de dons sur salaire pour GFS. Donc, les sujets de dons sur salaire et de mobilisation des collaborateurs plus globalement à travers les journées solidaires, par exemple, c'est la volonté vraiment d'agir comme entreprise responsable. Ça s'inscrit vraiment dans la politique RSE de l'entreprise, d'avoir des projets, de développer des projets à impact positif pour la société, pour l'environnement, et puis aussi de répondre à un besoin d'engagement des collaborateurs qu'on trouve de plus en plus prégnant dans nos entreprises. C'est devenu un vrai standard que d'avoir ce type de proposition, de dispositif pour les collaborateurs. Donc, le slide suivant, comment s'engager chez GFS? 2 dispositifs très concrets aujourd'hui, le don sur salaire et le don de temps. Donc, le don sur salaire, c'est le micro-don prélevé chaque mois sur le salaire pour financer, pour soutenir financièrement une association. Et le don de temps, là, il y a différentes modalités. Il va y avoir du tutorat, du bénévolat, notamment en partenariat avec les associations partenaires de la Fondation. On a les journées solidaires dont on parlera cette fin de semaine. On a lancé en pilote des team building solidaires. On a toujours les congés solidaires avec Planète Urgence. Donc, tout ça, vous voyez, c'est donner du temps à une association. Et pour le don sur salaire, on a 5 associations bénéficiaires aujourd'hui qui sont Action contre la faim, ONU Femmes, France Alzheimer, Terre de Liens et Sport dans la ville. Donc aujourd'hui, on parlera plus spécifiquement de 4 d'entre elles. Et le tout est hébergé sur la plateforme de l'engagement Microdon que j'espère pouvoir vous montrer tout à l'heure si vous ne la connaissez pas. Slide suivant. Donc, le principe du don sur salaire chez GFS, on a construit cette plateforme d'engagement avec des caractéristiques bien spécifiques. Donc, depuis fin 2019, c'est ouvert à Natixis et ses filiales, avec un double choix pour le collaborateur. Donc, choix de l'arrondi, donc soit à l'euro inférieur ou à la dizaine d'euros inférieur, avec un don complémentaire optionnel qu'on a plafonné volontairement à 25 €.
Et puis, second choix, c'est choix de l'association bénéficiaire parmi les 5 associations proposées. Donc, ces associations, elles ont été choisies avec le concours quand même des collaborateurs parce qu'il y a eu un système de vote qui a été organisé fin 2019. Et c'est comme ça qu'on a effectivement sélectionné notamment Action contre la faim, France Alzheimer, Terre de Liens et Sport dans la ville. Voilà. Alors, l'intérêt pour le collaborateur, c'est que ce don est abondé à 100% par l'entreprise. Et puis, donc, la somme est prélevée sur le salaire chaque fin de mois et une fois par an, il reçoit un reçu fiscal de manière à pouvoir appliquer la déduction fiscale. Donc, dernier slide peut-être, le bilan depuis son lancement. Donc, on a des chiffres qui nous plaisent beaucoup puisqu'on est à plus de 200 000 € collectés depuis fin 2019. Donc, finalement, c'est une belle somme au bénéfice des associations. Par contre, on n'a que 466 donateurs, donc c'est 5% des collaborateurs. Alors, le fait est qu'on a perdu une centaine de collaborateurs dans une réorganisation récente que tout le monde connaît chez GFS. Voilà, donc les personnes qui sont maintenant chez BPCE. Donc, on est en train de réfléchir à l'ouverture d'un dispositif équivalent chez BPCE, mais ce n'est pas encore fait. Voilà, donc on n'a que 466 donateurs. Alors, par contre, ils sont très généreux parce que le don moyen est de 6 €, plus de 6 € d'ailleurs, alors que le retour, le benchmark que nous faisait Microdon, c'était plutôt 3 € par collaborateur dans les entreprises habituellement. Donc, on voit la répartition des donateurs par association. Donc, vous voyez, c'est une Action contre la faim qui reçoit le plus de dons. Après, ONU Femmes, France Alzheimer, Terre dans la ville, Terre de Liens et Sport dans la ville. Donc, aucune compétition entre vous, évidemment. On est très heureux de pouvoir accueillir 4 associations aujourd'hui pour nous présenter les actions et pour donner envie à tous de s'engager selon ses convictions et ses centres d'intérêt. Et là, je crois qu'on va pouvoir enchaîner sur ce que j'appellerais peut-être une petite page de publicité en attendant de donner la parole aux associations partenaires. Donc, un petit clip qu'on a réalisé. Merci beaucoup, Adeline. Et donc, on va enchaîner tout de suite avec la présentation, si ma mémoire est bonne, de Terre de Liens. Donc, la parole est à Bénédicte Leray. Oui, bonjour à tous et je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui dans le cadre de votre programme RSE et on est ravis, Terre de Liens, de pouvoir y participer. Terre de Liens répond à une chose qui est un postulat de base: la terre est notre bien commun à tous. Terre de Liens, c'est la préservation des terres agricoles, l'aide à l'installation de nouveaux paysans et le développement d'une agriculture biologique et paysanne qui prend en considération les notions de durabilité, de respect de l'environnement et la conservation du tissu social. On peut passer à la slide suivante. Alors, le premier enjeu auquel répond Terre de Liens, et peut-être que vous le savez, c'est la disparition des terres agricoles. On vous a mis quelques chiffres importants ici, mais il faut savoir qu'en moyenne, on a 44 000 hectares artificialisés par an en France aujourd'hui. En totalité, ça correspond à plus de 5 départements artificialisés, notamment à cause de l'étalement urbain, mais pas que. On peut passer... voilà. Donc, cette artificialisation des sols, les terres agricoles en sont les premières touchées. On a plus de 100 fermes qui disparaissent par semaine en France aujourd'hui, au profit d'exploitations agro-industrielles, au profit de l'étalement urbain. Le prix de la terre augmente de 40%, a augmenté de 40% depuis 10 ans. Donc, les nouveaux paysans, les nouveaux fermiers ont énormément de mal à s'installer. Et le troisième constat, c'est la disparition de ces paysans, puisqu'il faut savoir que dans les 10 prochaines années, c'est pas loin de 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite et qui ne sont pas remplacés aujourd'hui.
Voilà, c'est ces 3 postulats de base et ces 3 enjeux auxquels Terre de Liens souhaite répondre aujourd'hui. Donc à la question qu'avons-nous fait de la terre notre bien commun, et surtout comment on assure aujourd'hui la relève et la redynamisation des territoires ruraux. On peut passer à la prochaine slide. Voilà, donc c'est comment on aide une nouvelle génération de paysans à s'installer. Je vais vous présenter la genèse rapidement du mouvement Terre de Liens pour que vous puissiez, puisqu'il est fondé sur 3 piliers, hein, la fédération, la foncière et la fondation. La fédération est née en premier. La fédération, c'est les associations territoriales qui sont gérées par notre fédération, qui accompagnent les paysans au quotidien pour l'accès à la terre, qui ancrent le projet sur un territoire dans une dynamique citoyenne et locale. Ensuite, la foncière, née en 2006, c'est une entreprise d'investissement solidaire qui permet à chacun de placer son épargne dans un projet à haute valeur environnementale et sociale, écologique. Le capital sert à acheter des terres qui sont ensuite louées à des fermiers, à des paysans qui souhaitent s'y installer pour faire une agriculture engagée, biologique, de proximité et à taille humaine. Et enfin, la fondation, la dernière née de Terre de Liens, reconnue d'utilité publique, elle est habilitée à recevoir des legs, des donations de terres, des dons également, et elle garantit la pratique agricole respectueuse de l'environnement et sur du très long terme. On peut continuer. Voilà, donc pour vous donner une idée, aujourd'hui, Terre de Liens, c'est... alors, je suis désolée, on a eu un petit souci avec la police sur les slides, mais c'est 260 fermes, 7000 hectares qui sont préservés, un peu plus aujourd'hui, je crois qu'on est un peu plus de 260. On a 330 fermiers et fermières sur tout le territoire, 34 000 citoyens et citoyennes qui sont mobilisés, donc par des dons, 19 associations territoriales sur tout le territoire français, et plus de 1000 bénévoles qui nous accompagnent tous les jours dans nos associations territoriales et qui font le lien avec les fermiers. Alors, s'engager avec Terre de Liens, c'est évidemment participer à la protection des terres agricoles et du territoire, à la préservation. C'est accompagner des nouveaux modes de circuit alimentaire aujourd'hui, plus de proximité. C'est mobiliser et sensibiliser évidemment vos collaborateurs autour de sujets qui sont prégnants aujourd'hui. On est sur le sujet de l'alimentation, sur le sujet de la préservation de la biodiversité aussi. C'est affirmer les valeurs de votre entreprise et finalement, c'est aussi bénéficier d'avantages fiscaux sur lesquels je vais pas forcément revenir. Donc, on va passer à la suite. Voilà, ça, c'est aujourd'hui, le don sur salaire de Natixis a permis de récolter environ 20 000 euros depuis 2020. Ces 20 000 euros ont permis de participer au financement de 2 programmes, qui sont le programme Biodiversité et le programme de la plateforme Plateferme, sur lesquels je vais revenir après. Et puis ce que je trouvais intéressant, c'est aussi, parce que c'est le cœur de nos métiers, c'est vous dire que les dons sur salaire accompagnent chaque jour l'installation de fermiers. Et je voulais vous donner 2 exemples plus concrets que je vous montrerai après. Alors sur le premier programme, qui est donc le programme Biodiversité, c'est un programme national de préservation de la biodiversité dans les fermes Terre de Liens, grâce aux fermiers et aux associations territoriales. Ça permet de se donner les moyens d'agir sur ces thématiques. Ça permet aussi d'impliquer des citoyens dans des chantiers participatifs sur les fermes, de sensibiliser, et enfin de créer des passerelles entre les acteurs, que ce soit les acteurs du monde de la défense de la biodiversité et puis du monde agricole, et enfin d'évaluer les bénéfices de nos actions que nous mettons en œuvre pour montrer par l'exemple qu'un autre modèle agricole est possible. On s'est donné comme objectif sur la première année la participation de 80 fermiers à ce programme biodiversité, la réalisation des diagnostics biodiversité, qui ensuite s'ensuivent de plans d'action de maintien et de préservation de cette biodiversité, autant sur les terres agricoles que sur les bâtis agricoles.
Et enfin, la mise en œuvre de chantiers sur au moins 60% de nos fermes, tout cela en impliquant évidemment des bénévoles qui souhaitent rejoindre Terre de Liens. Ça, c'est pour le premier programme. Le second programme, c'est le programme de la plateforme. Aujourd'hui, Terre de Liens a besoin aussi de montrer son expertise et son savoir-faire auprès de toujours plus de citoyens qui souhaitent s'engager auprès de nous. Le projet Plateferme, c'est une plateforme de collecte citoyenne. Donc, c'est une plateforme qui permet de raconter les parcours de vie des paysans et des paysannes qui s'engagent à nous nourrir toute l'année, d'être une vitrine pour eux de leur savoir-faire, de leur parcours et de toujours pouvoir sensibiliser plus de citoyens en faveur de cette transition agroécologique, tout en développant évidemment le Terre de Liens dans sa volonté d'assurer un maximum de pérennité pour ces fermes et pour les terres agricoles. Enfin, sur ce dont on parlait tout à l'heure, c'est sur la cause de la spéculation foncière et sur les difficultés d'accès à la terre, d'autant plus quand on n'est pas fils ou petit-fils d'agriculteurs. Terre de Liens accompagne les parcours. Il faut savoir qu'en moyenne, pour une installation, on compte à peu près 2 ans d'accompagnement de Terre de Liens entre le moment où les personnes, on trouve des personnes sur les terres pour acheter les fermes et accompagner toute l'installation et la pérennisation de ces nouveaux paysans. Alors l'exemple d'Alexandre, il est assez parlant puisqu'Alexandre vient d'un monde qui n'est pas du tout un monde agricole. Il était acteur, professeur de théâtre, et il a choisi de se reconvertir dans le milieu agricole biologique. En s'occupant de chèvres et de brebis et surtout en développant un volet pédagogique d'accueil à la ferme. Là-dessus, Terre de Liens, en Moselle, lui a loué 13 hectares de terres agricoles et lui permettant de développer son activité et puis également l'aider à mettre en place ces fameux chantiers participatifs. Et d'accompagner aussi tout un programme de biodiversité avec l'aménagement des terrains, l'implantation de haies sur les terres notamment. Et le second exemple qui est sur la slide suivante, c'est pour dire qu'on accompagne les nouveaux arrivants, mais on accompagne aussi les cédants. C'est le cas de Monique et Francis, donc en Alsace, qui ont toujours développé une agriculture biologique. Eux partant à la retraite, ont souhaité que leur ferme puisse être reprise dans un projet d'élevage adapté aux défis climatiques et toujours dans cette logique d'agriculture biologique. Et Terre de Liens les accompagne depuis 1 an maintenant pour rechercher des jeunes agriculteurs qui s'inscrivent dans cette même dynamique et qui souhaitent reprendre la ferme. Et Terre de Liens propose un cadre d'installation sécurisé tant sur le plan juridique qu'économique et financier. Enfin, j'avais quelques mots à vous dire pour terminer sur la stratégie Terre de Liens dans les prochaines années qu'on se donne. C'est de soutenir dans un premier temps l'ancrage territorial et l'excellence paysanne grâce au programme biodiversité, grâce aussi à l'accompagnement, parce qu'il faut savoir que nos associations territoriales sont le nerf de la guerre chez nous, c'est-à-dire que c'est vraiment elles qui tous les jours accompagnent et sont au plus proches de nos fermiers, donc accompagner les cédants et les nouveaux paysans, soutenir des projets innovants, l'innovation paysanne, l'excellence paysanne et leur savoir-faire, améliorer le patrimoine bâti, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec le programme biodiversité, mais c'est développer aussi les énergies renouvelables sur nos fermes, avoir le moins d'émissions de carbone possible. Ça, c'est le premier enjeu. Le second enjeu, c'est démultiplier notre impact, avoir une meilleure stratégie d'acquisition de fermes, avoir un meilleur cercle d'influence avec des partenariats engagés auprès de nous, tant sur les acteurs privés que sur les acteurs publics. Et enfin, accroître la notoriété du mouvement, notamment grâce à la plateforme Plateferme. Voilà. Et diffuser l'expertise Terre de Liens. Je vous remercie. Je pense que j'ai été dans les temps. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre écoute et pour l'accompagnement de Terre de Liens. Et j'espère qu'on continuera ce beau partenariat. Et je vous remercie.
Merci beaucoup, Bénédicte. Oui, oui, vous étiez dans les temps, pas de souci. C'était très intéressant, voilà, de voir ces présentations d'agriculteurs avec vos projets très concrets. Et il y avait une remarque intéressante de Cécile Turbelin de la Fondation pour dire que Terre de Liens est également soutenue par Natixis Foundation et que l'implication des collaborateurs de GFS sur le projet, sur les programmes biodiversité et sur les projets plateformes est déjà en cours. Oui. Voilà, et ça va se développer probablement l'année prochaine. Donc, on est très heureux. Voilà. Nous aussi. Merci. Il y a quelqu'un qui lève la main, me dit-on, pour poser une question. Donc, allez-y. Non. Bon, fausse alerte. Eh bien, on va, Dans le on va fil de enchaîner. discussion, Agnès, dans le Oui. fil de discussion, je m'avais demandé si on pouvait participer au chantier participatif en tant que donateur. Bon. Via la Alors, fondation, il y aura des choses qui seront mises en place. oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire en fait. Avec la fondation, il y a des éléments qu'on peut mettre en place, notamment de pouvoir organiser sur certaines fermes 1 ou 2 fois dans l'année des journées de sensibilisation où les salariés peuvent venir, s'ils le souhaitent, participer à ces chantiers ou participer à d'autres événements qu'on peut imaginer sur nos fermes. Absolument, bonjour à tous, absolument, on est en train de travailler avec Marion de Terre de Liens pour pouvoir éventuellement vous proposer une journée au mois de novembre pendant la semaine de la solidarité, donc en région parisienne. Et normalement, à partir de l'année prochaine, il y aura des journées aussi qui seront possibles dans d'autres fermes en région parisienne pour aider au diagnostic, etc. Ouais. Donc, ça va devenir Après, très concret aussi pour les collaborateurs de GFS, donc c'est chouette. Absolument. Et c'est ce qu'on souhaite aussi. Merci beaucoup, Bénédicte. Donc, on va enchaîner avec la présentation de France Alzheimer. Donc, Rachel Lanan, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir aujourd'hui, d'ouvrir cet espace de parole et d'écoute, c'est très appréciable. Voilà, je suis ravie d'être là avec vous. Alors, je ne reconnais pas cette slide. Je ne sais pas si c'est le bon document. C'est la bonne slide, on n'a juste pas pu mettre la photo qui Ok, passait super, pas. tout va bien. Sinon, tout va bien. Alors, je voudrais vous présenter l'association France Alzheimer et maladies apparentées, en commençant donc par la première slide sur laquelle voilà, j'ai repris quelques chiffres qui sont importants. On estime aujourd'hui donc à 1 200 000 personnes atteintes par cette maladie. Donc, je ne reviens pas en détail sur la maladie d'Alzheimer parce que je pense que tout le monde est un petit peu au fait. Voilà. C'est 3 millions de personnes donc, qui sont touchées directement ou indirectement. C'est une maladie qui nécessite un accompagnement de proches aidants et de l'entourage très important. Il y a quand même environ 35 000 personnes qui sont touchées avant 65 ans. Donc ici, à l'association, ce sont nos malades jeunes, parce que la maladie d'Alzheimer et les maladies neurodégénératives, elles touchent plus particulièrement les personnes plus âgées, mais ça arrive aussi que des malades jeunes soient touchés. Donc, 1 cas sur 3 n'est pas diagnostiqué. Ça aussi, c'est une information qui est importante. On essaye de lutter contre l'errance diagnostique et c'est une maladie sur laquelle il y a encore beaucoup de tabous aujourd'hui. On essaye de casser. Donc voilà, et c'est la 2e maladie la plus redoutée par les Français après le cancer. Voilà, un peu pour les chiffres. On va passer à la slide suivante. Donc nous, on est une union nationale d'associations départementales qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. On existe depuis 37 ans exactement. On est la seule association de famille reconnue d'utilité publique dans ce domaine. Et on vit donc, on a des ressources, nos ressources sont constituées à plus de 80% grâce à la générosité du public. Donc, c'est très important aussi. Oui, le réseau, 101 associations réparties sur les départements. On a la chance d'avoir plus de 2000 bénévoles engagés sur le terrain qui accompagnent les familles, les personnes malades. Des bénévoles qui ont souvent été touchés par la maladie ou qui ont un proche touché par la maladie. Et c'est environ 150 000 adhérents, donateurs et entreprises solidaires qui nous permettent de soutenir les personnes malades et leur entourage. On peut passer à la suite. 4 grandes missions.
très importante pour nous. Le cœur de l'association, c'est le soutien des familles et des personnes malades. Donc, on met en place des actions dans les associations départementales pour accompagner. On a un institut de formation qui nous permet de faire de la formation pour les aidants familiaux, pour nos bénévoles qui accompagnent aussi. Et on a aussi des formations dédiées aux professionnels de santé, parce qu'il faut savoir que dans le parcours de plein de professionnels de santé, la maladie d'Alzheimer n'est pas abordée de façon, je dirais, spécifique et assez profonde. Donc, on tient vraiment voilà, à faire le plus possible pour faire connaître cette maladie et l'accompagnement spécifique aux personnes atteintes. Voilà. Pardon, non, j'ai oublié, pardon, c'est très important la formation, du coup, j'ai oublié le reste. Non, on a aussi une action de sensibilisation, de changer le regard sur la maladie, bien sûr, auprès du public. On a une mission de plaidoyer, on fait remonter les problématiques du terrain, on porte la voix des personnes malades auprès des institutions publiques. Et on a également un service recherche qui, chaque année, lance des appels à projets pour soutenir des bourses de chercheurs. Et c'est un service qui fait aussi de la vulgarisation sur la recherche, parce que c'est des domaines un peu complexes quand on n'est pas dedans. Donc voilà, on essaye d'expliquer tous les projets qu'on soutient. Voilà. On peut passer à la suite. Donc les actions qui sont menées par notre association, on essaye de répartir un peu les choses pour les aidants, pour les personnes malades évidemment, et puis pour les familles et pour le répit. Voilà. Donc pour les personnes malades, nos actions phares modélisées qu'on peut retrouver dans le réseau, ça va être le programme de type éducation thérapeutique du patient, parce que une fois que la personne a reçu le diagnostic, il peut se retrouver un peu perdu, et il y a plein de choses à mettre en place pour préparer. C'est une maladie qui est neurodégénérative sur un temps assez long. Donc voilà, il y a plein de choses à mettre en place, et voilà, on a fait ce module, enfin ce programme sur plusieurs modules qui permet aux personnes d'échanger sur les bonnes pratiques, etc. On a un suivi personnalisé malade jeune. Je reviens sur les malades un peu plus jeunes, avant 65 ans, qui sont des personnes encore en activité. Donc, c'est encore une autre... il y a d'autres choses à mettre en place, d'autres problématiques à gérer quand une personne est en activité, qu'elle apprend qu'elle a ce diagnostic. On propose aussi des ateliers à méditation artistique, favoriser les capacités préservées, des ateliers de mobilisation cognitive pour stimuler les différentes mémoires, et des activités physiques adaptées pour se réconcilier avec son corps et mieux gérer le stress. On va passer à la suite. Donc pour les aidants, la formation des aidants, qui est soutenue donc grâce à l'arrondi sur salaire notamment, qui nous permet de former les aidants familiaux pour mieux comprendre l'évolution de la maladie et accompagner le proche malade. Des groupes de parole pour échanger sur les expériences, les bonnes pratiques, c'est important. Soutien psychologique individuel et des ateliers de relaxation pour souffler. Ça, on essaye au maximum de proposer des choses pour prévenir le répit de l'aidant, parce que l'aidant s'épuise très vite. Et on a aussi des moments donc, de convivialité et de répit, je reviens là-dessus. Convivialité des sorties en famille pour changer du quotidien, parce que c'est quand même très important aussi de souffler ensemble et d'arriver à vivre des choses plus positives que d'être dans l'isolement créé par cette maladie et l'épuisement des personnes malades, des aidants, voilà, et de tout l'entourage. Des haltes relais, programme de culture. Non, mais c'est très bien, on peut passer. On essaie de rester dans les temps. Donc, j'ai voulu axer un petit peu sur les aidants, parce que c'est le programme qui est soutenu par l'arrondi sur salaire. Donc, voilà, revenir avec
les chiffres de 2/3 des personnes qui vivent à domicile. Donc du coup, ce qui explique le rôle de l'entourage et des familles est vraiment très très important. Encore une fois, on essaye de préserver au maximum l'épuisement des aidants. Et on a à cœur aussi le sujet des aidants encore salariés, parce qu'il y a des aidants qui sont à la retraite, comme certaines personnes malades, mais d'autres qui sont encore en activité. C'est un sujet qui nous tient à cœur particulièrement, parce qu'il faut jongler et avec les danses et avec le travail, et c'est pas évident. Voilà. On peut passer à la suite. La formation des aidants familiaux, elle est ouverte chez France Alzheimer à tout le monde, tous les non-professionnels, les familles, mais les amis, les voisins, tout le monde peut y participer. Elle est gratuite et elle est portée par nos associations départementales. Donc, il ne faut pas hésiter si vous connaissez quelqu'un, si vous êtes aidant vous-même, que vous voulez participer. Voilà son papa. À aller voir sur notre site internet. Attention, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro derrière. Petite alerte. Et du coup, prendre contact avec nos associations départementales qui dispensent, elles, sur le terrain, ces formations. Elles sont animées par un groupe qu'on pense complémentaire, c'est un psychologue et un bénévole formé qui était un ancien aidant. Voilà, on essaye d'allier un peu les deux aspects pour accompagner au mieux sur tous ces modules qui sont répartis, ces 14 heures réparties en plusieurs modules. Voilà. On peut passer à la suite. Donc là, c'est un petit détail sur les sujets qui pouvaient être abordés pendant cette formation. Connaître mieux le fonctionnement du cerveau, comment la maladie évolue, accompagner au quotidien. On a aussi une partie sur les aides financières. Enfin, on essaye de faire une formation assez globale. Voilà. Je vous laisserai après voir peut-être le détail dans un second temps. Grâce à vous, grâce au soutien dont on bénéficie, on a pu dispenser 512 formations des aidants en 2021, réparties sur 84 départements. Et depuis 2009, c'est plus de 50 000 aidants qui ont été formés. Des conjoints, des enfants, hommes, femmes, voilà, un peu des profils divers et variés. Et voilà, on espère pouvoir continuer parce que il y a encore malheureusement des personnes malades et ça va augmenter au fur et à mesure du temps qui passe. Voilà. Je vous laisse. On va peut-être tourner la slide. Oui, revenir sur ce qu'on peut avoir comme retour sur cette formation des participants qui sont très satisfaits. Ça les aide. Moi, il y a une phrase que je voulais partager avec vous aujourd'hui qui revient souvent et qui personnellement me marque, je trouve importante à partager. C'est « j'aurais dû le faire avant ». Il y a beaucoup d'aidants qui s'épuisent, qui pensent qu'ils sont seuls parce qu'ils vivent des choses seuls très dures, mais qu'il n'y a pas d'aide, qu'il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Et cette formation, elle permet de remettre aussi un peu les choses à leur place, d'apprendre à l'aidant à se protéger. Et c'est très, très important parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un si on ne s'aide pas d'abord soi-même. Donc, voilà. Pas hésiter si vous connaissez quelqu'un, si vous êtes touché aussi à prendre l'information, savoir que ça existe et le faire quand on est prêt. C'est important pour nous de faire passer ce message. Voilà. On peut passer à la suite. Je voulais donc terminer avec une petite partie sur les perspectives de l'association, notamment au niveau des formations qu'on aimerait développer, de nouvelles formations pour pouvoir accompagner encore le mieux possible. Là, on en a 2, donc actuellement en expérimentation. C'est une formation à destination des aidants qui accompagnent une personne qui est déjà en institution, qui est dans un EHPAD par exemple, parce que c'est un sujet qui est abordé un petit peu dans la formation des aidants initiale, mais on pense que c'est important de
Mais non, Rachel, j'ai On n'a l'impression plus que de son. votre connexion n'est plus très bonne. Parce qu'il coupe sa caméra. Ouais. C'est très haché maintenant. Peut-être que vous devriez couper votre caméra. ça. C'est mieux. On vous entend plus très bien, Rachel. Je suis désolée. Je propose peut-être d'enchaîner. On reposera les questions qu'on avait par la suite. J'en avais une ou deux. Voilà, donc merci beaucoup Rachel. On reviendra avec les questions tout à l'heure pour France Alzheimer. Et là, on enchaîne donc du coup avec Pascal Rémy. Pascal, vous nous entendez? Oui, bonjour à Parfait, tous très et bien. merci beaucoup pour cette opportunité et votre accueil. Donc, je vais vous présenter rapidement Sport dans la ville. S'engager aux côtés de Sport dans la ville, c'est s'engager auprès des jeunes qui vivent dans les quartiers prioritaires. Sport dans la ville est la principale association d'insertion par le sport en France. On peut passer. Notre association a été créée en 1998 et vraiment le sport, c'est notre ADN, c'est le point de départ de toute notre action. On intervient dans 4 grandes régions en France. Historiquement, la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que Sport dans la ville est né à Lyon. On est aussi présent à Saint-Étienne, à Villefranche, à Grenoble, à Chambéry dans la région. Depuis 10 ans, en Île-de-France et beaucoup en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-France et puis depuis 3 ans à Marseille. Et donc toute notre action démarre à travers la création et l'animation d'un terrain de sport, souvent le foot et le basket qui sont les sports les plus appréciés, je dirais, des jeunes. Et au pied des quartiers, on accueille les enfants dès l'âge de 6 ans pour qu'ils viennent jouer avec nos éducateurs sur nos terrains le mercredi et le samedi, tout ceci étant gratuit, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on anime 53 terrains de sport et le sport nous permet vraiment de créer ce lien avec les enfants très tôt, avec leurs parents. Le soutien des familles est fondamental dans notre action. Et quand les enfants arrivent souvent en 3e, on les encourage à rejoindre notre programme d'insertion professionnelle qui s'appelle Job dans la ville. Et là, en fonction de l'âge des enfants, on leur propose de participer à différentes activités avec un parcours découverte quand ils sont en 3e jusqu'à la terminale pour leur faire vraiment découvrir la diversité des secteurs d'activité. Sport dans la ville a la chance d'être soutenu par plus d'une centaine d'entreprises qui nous permettent justement de faire découvrir leur métier aux jeunes. Deuxième parcours, c'est le parcours ambition. C'est pour donner envie aux jeunes, après le bac, d'aller le plus loin possible dans leurs études. Troisième parcours, c'est le parcours emploi, grâce encore une fois au partenariat que nous avons avec les entreprises qui nous soutiennent. On est en capacité d'offrir à ces jeunes des alternances, des stages, des jobs d'été et bien sûr de l'emploi. Et dernier parcours qui est un petit peu différent, c'est le parcours que nous appelons passe décisive, qui est réservé, je dirais, aux jeunes loin de l'école, loin de l'emploi, qui ont un peu décroché malheureusement. L'emploi, Job dans la ville, c'est aussi après, pour ceux qui le souhaitent, un programme que nous appelons Entrepreneurs dans la ville qui permettent aux jeunes, toujours qui habitent dans ces quartiers, de créer leur propre entreprise. Et ce programme existe aujourd'hui dans l'ensemble des villes et sur l'ensemble des territoires où nous intervenons. Alors, je voudrais préciser, avant de passer à la slide suivante, que Sport dans la ville a été sélectionné pour participer et contribuer au volet héritage de Paris 2024, ce que les Jeux olympiques et paralympiques vont laisser derrière eux une fois que juillet 2024 sera terminé, à la fois en matière de formation, mais aussi d'infrastructure.
Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, comme vous l'aurez compris, notre mission, c'est vraiment de donner aux jeunes des quartiers prioritaires la confiance, l'envie et les moyens pour rêver et réussir dans leur vie professionnelle, avant tout. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Notre impact aujourd'hui, 8500 jeunes sont inscrits dans notre association. On accompagne dans ce programme d'insertion professionnelle Job dans la ville 2350 jeunes, ce sont les chiffres à 2021. Et il faut savoir que dans les quartiers prioritaires, le taux de chômage est élevé, le taux de pauvreté est aussi élevé et nous sommes en mesure, nous, de rétablir un petit peu l'égalité des chances avec un taux d'activité des 15-29 ans qui est bien au-delà de la moyenne que nous trouvons par ailleurs dans les quartiers. Donc un taux d'activité, c'est-à-dire soit à l'école, soit en formation, soit en emploi, de 90% des jeunes que nous accompagnons. Je citais à l'instant notre programme Entrepreneurs dans la ville, qui a été créé en 2007 et qui a permis, grâce à ce programme, d'accompagner 310 créateurs d'entreprises depuis le début du programme. Et on a un taux de transformation et de création d'entreprises qui est de 64% une fois que nos participants sont passés par le programme. Voilà, donc un impact qui est régulièrement mesuré sur l'ensemble des activités que nous proposons aux jeunes. Alors pour terminer, je voudrais faire un zoom sur ce que le don sur salaire, sur ce que votre générosité permet d'offrir à ces enfants et à ces jeunes. 2 €, c'est une séance de foot pour un jeune, soit le mercredi, soit le samedi. C'est ce que ça représente, c'est ce que ça nous coûte. 20 €, c'est la participation d'un enfant, d'un jeune à un tournoi sportif interrégion. Donc, c'est vraiment une après-midi de joie, de beaux souvenirs pour ces enfants. Et 100 € quand je présentais à l'instant l'ensemble des activités de notre programme d'insertion professionnelle Job dans la vie. Job dans la ville, c'est le coût d'un atelier de préparation justement à ce monde professionnel. Voilà, en quelques chiffres, l'impact que votre générosité a sur notre action et sur nos activités. Voilà, bah, écoutez, merci encore pour votre écoute et puis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup, Pascal. C'est très concret là à nouveau. Et je voudrais ajouter qu'au-delà du don sur salaire, Sport dans la ville est soutenu par différentes entités chez GFS, notamment du côté de Natixis Investment Managers, où je crois qu'il y a un partenariat pour aider à l'apprentissage de l'anglais des jeunes et pour leur permettre de prétendre à des carrières à l'international. Donc, c'est également un beau partenariat qui est complémentaire. Parfait. Eh bien, écoutez, vous avez vraiment assuré sur le temps de parole. On n'a rien à dire. C'est formidable. Donc, maintenant, on va laisser la parole à Action contre la faim. Donc, je ne sais pas si c'est vous, Aurélie, qui prenez la parole ou je vois qu'il y a également Laurie qui est là. Oui. Alors, en fait, on va se répartir un petit peu la présentation. Et du coup, je vais laisser la main d'abord à Laurie et je prendrai le relais par la suite. C'est parti. Non. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup pour cette opportunité de présenter un petit peu notre organisation dans le cadre de cet échange entre midi et 2. Alors, je vais vous représenter un petit peu Action contre la faim. Donc, Action contre la faim, c'est... oui, c'est bon, on peut passer à la slide qui suit. Action contre la faim, donc c'est une ONG, donc une organisation non gouvernementale qui a été créée en 1979 à l'initiative d'un groupement d'intellectuels et de médecins et dont le but premier était de lutter contre la faim, donc la sous-nutrition, notamment des jeunes enfants et des femmes, donc dans les crises voilà, bien connues, le Biafra, l'Afghanistan, etc. à cette époque-là. Aujourd'hui, notre mandat est resté le même. On sauve des vies en réduisant l'insécurité alimentaire. Alors, qu'est-ce que c'est l'insécurité alimentaire? C'est ne pas avoir accès à une alimentation en qualité,
quantité ou diversité suffisante. Donc, cette insécurité alimentaire, elle crée des fortes carences. Alors, dans les cas les plus extrêmes, ça peut être notamment chez les jeunes enfants, une dénutrition qui peut mener au décès. Et dans les cas les plus modérés, ça va créer des carences, donc ils vont impacter leur croissance, leur espérance de vie, et surtout développer des retards mentaux et des retards moteurs. Chez les femmes, ça va avoir des impacts aussi sur leur santé, et notamment participer en fait à un cycle infernal de passage de la sous-nutrition de la maman à l'enfant dans la fenêtre des 1000 premiers jours, donc depuis la conception jusqu'aux 2 ans de leur enfant. Donc pour ce faire, on s'attaque aux causes et aux conséquences de la sous-nutrition qui sont multiples. Bien sûr, les conflits, les épidémies, la pauvreté, de plus en plus le réchauffement climatique et le dérèglement climatique avec l'augmentation donc des chocs, notamment dans les pays du Sud, qui a un fort impact sur l'agriculture. Avec par exemple dans le sud de Madagascar la première famine directement liée au dérèglement climatique parce qu'en fait ils peuvent plus en fait cultiver les cultures vivrières qu'ils cultivaient avant suite à l'augmentation des inondations, des sécheresses, etc. Et donc ça crée une famine. Voilà, les causes de la faim, il y en a d'autres. Il y a les inégalités de genre entre les hommes et les femmes. Il y a aussi les problématiques de santé mentale avec les gens traumatisés, en fait, qui peuvent, et notamment les femmes et les enfants, qui peuvent avoir du mal à s'alimenter, etc. Jusqu'à récemment, la faim, c'est-à-dire la sous-nutrition et l'insécurité alimentaire, étaient plutôt en régression, donc en amélioration. Sauf que récemment, donc depuis quelques temps, avec l'augmentation des crises, notamment de la crise Covid, avec les confinements et aussi de la crise entre la Russie et l'Ukraine qui ont participé à l'augmentation du prix des denrées et créé des déséquilibres dans nos pays d'intervention. Donc la faim depuis 2021 est en augmentation avec plus de 830 millions de personnes dans le monde qui sont en insécurité nutritionnelle et alimentaire, donc qui n'ont pas assez à manger. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Donc on va avoir, en fait, on a changé depuis nos débuts à faire plutôt du don alimentaire avec les sacs de riz, les images voilà, assez connues des années 80. Aujourd'hui, on fait des programmes multidimensionnels et intégrés qui vont assurer l'accès à l'alimentation des populations vulnérables sur le long terme et qui passent notamment par des programmes agricoles, donc d'agroécologie paysanne, respectueuse de l'environnement et surtout résiliente au choc climatique. On fait aussi des programmes, bien sûr, d'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène, parce que une eau souillée ou une eau impropre à la consommation est l'une des causes majeures de sous-nutrition, avec des maladies diarrhéiques comme le choléra, etc., qui se propagent dans l'eau, notamment chez les enfants. Avec des programmes intégrés autour de la santé, notamment la santé maternelle et infantile, qui comprennent aussi un volet santé mentale, donc un soutien psychosocial. Par exemple, récemment, lors de la crise en Ukraine, donc on a des psychologues, des psychiatres, des personnes spécialisées en santé mentale qui vont donc assurer un soutien mental, notamment aux jeunes enfants, aux mères et aux femmes, pour qu'elles puissent continuer à s'alimenter normalement. Et puis, bien sûr, la préparation aux urgences. Donc, on est capable, avec des capacités logistiques et humaines assez fortes, de pouvoir se déployer en quelques jours suite à une inondation, une catastrophe climatique, un conflit ou, par exemple, ce qui s'est passé au Liban à l'été 2021. Voilà, on est capable de se déplacer très rapidement et de mettre en place des camps de réfugiés pour délivrer les premiers secours. Voilà, et puis après, avec bien sûr en filigrane les problématiques de genre, etc., qu'on intègre à toutes nos missions. Oui, c'est bon, on peut passer à la slide suivante, merci. Voilà, on est présent dans 51 pays actuellement. Donc principalement dans les pays les plus touchés par l'insécurité alimentaire. Donc c'est l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est,
mais aussi certains pays d'Amérique latine et des Caraïbes. On est présent aussi voilà, partout où on a une valeur ajoutée, une expertise. Donc récemment, on a été présent en Ukraine, par exemple, dans une zone de conflit en Ukraine et dans les pays avoisinants pour accueillir donc les personnes qui fuyaient la guerre, qui étaient nouvellement en insécurité alimentaire. En 2021, c'était un peu plus de 26 millions de personnes soutenues sous nos programmes, avec voilà, des programmes qui sont très importants dans certains pays et certaines crises dites oubliées, dont on parle peu dans les médias, mais qui sévissent encore, donc au Yémen, en République centrafricaine, etc. Et donc, on a plus de 275 000 donateurs, donc c'est des personnes qui sont sympathisants, qui sont donateurs parfois depuis plusieurs années, qui suivent nos activités. Mais on engage aussi des personnes de différentes manières. On a une activité aussi de plaidoyer pour expliquer ce qu'est la sous-nutrition, pour expliquer quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Donc ça passe par plusieurs volets. Ça passe par les partenariats avec les entreprises, bien sûr, les collaborateurs d'entreprise, les clients d'entreprise. En 2021, c'était 2000 entreprises qui étaient partenaires, via parfois leurs parties prenantes, souvent d'ailleurs. Ça passe aussi par la sensibilisation des jeunes dans les écoles, des enfants. Donc voilà, notre mandat, on doit le partager parce que voilà, aujourd'hui, on a l'impression que la faim est un petit peu derrière nous, mais en fait, c'est un combat actuel et les crises récentes, que ce soit la crise climatique, les conflits ou la crise sanitaire, rendent ce combat encore plus actuel que jamais. On peut passer à la slide suivante. Alors, comme l'a dit Laurie, on est principalement en fait présent à l'international, mais on a aussi ouvert depuis peu notre première mission en France. Cette mission en fait a été lancée à l'été 2019 suite à un constat en fait de l'augmentation de la pauvreté auprès des personnes les plus vulnérables, et l'urgence de la Covid-19 a aussi amplifié ces besoins. Notre rôle pour la mission France, c'est surtout d'améliorer l'efficacité des associations déjà présentes sur le territoire français et de venir en fait compléter un petit peu leur intervention et de venir aussi proposer du plaidoyer, de venir informer les bénéficiaires pour savoir vers où ils peuvent s'orienter. En termes de cibles, donc c'est les personnes précaires, souvent les personnes exilées qui vivent dans des bidonvilles, des squats, des personnes aussi réfugiées. Par exemple, aussi avec la crise ukrainienne, la Mission France prend en charge aussi certaines personnes venant de l'Ukraine. Voilà, donc notre rôle chez Action contre la faim, c'est vraiment d'être un rôle de structuration vis-à-vis du tissu associatif français qui interviennent auprès des bénéficiaires et dont Action contre la faim a l'habitude de gérer dans les pays à l'international. On peut passer à la slide suivante. Donc, nous sommes aussi présents sur tout le territoire en France, à travers notamment des opérations de collecte et de sensibilisation qu'on met en place avec et pour les collectivités, enfin les acteurs locaux, les collectivités territoriales. On se fait aider grâce à ça par 32 délégations qui regroupent un réseau de plus de 1000 bénévoles et qui mettent tout au long de l'année plus de 200 événements sur tout le territoire français, comme par exemple des challenges sportifs qui sont présents aujourd'hui dans 3 villes en France. On intervient, comme le disait aussi Laurie, dans des établissements scolaires pour pouvoir aller sensibiliser les élèves au projet du course contre la faim, oui. Il y a des organisations de concerts caritatifs, d'expositions. Voilà, donc on essaie vraiment d'être présent auprès de différentes cibles, donc la société civile, les collectivités, mais également les entreprises et les fondations. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc cette slide, c'était surtout pour vous montrer que par rapport en fait à tout ce qu'on fait, toutes les activités en fait qui sont mises en place sur le terrain, mais également au siège en France, aujourd'hui, on arrive à répondre à plusieurs objectifs de développement durable. Il y a 17 objectifs et on arrive à être présent sur 10 d'entre eux.
Donc, ceux qui sont en couleur, c'est ceux sur lesquels on arrive du coup à répondre, comme par exemple le numéro 2, fin 0, le numéro 6, eau propre et assainissement, et le numéro 10, inégalité réduite. On peut passer aussi, voilà. Et donc, depuis 2019, donc Action contre la faim et Natixis sont devenus partenaires grâce notamment au dispositif d'arrondi sur salaire qui est proposé par l'entreprise Microdon. Donc, ça fait déjà 3 ans qu'on est partenaire et grâce à ce partenariat, on a pu collecter, alors c'est un chiffre qui date, je pense, du mois de juin, parce que je n'ai pas les derniers chiffres à jour, mais collecter près de 70 000 € grâce à l'arrondi sur salaire et aussi à l'abondement du coup de Natixis. Donc, tous ces dons collectés ont permis néanmoins de contribuer à une urgence qui était l'urgence Covid-19, mais également à un projet Liberia qu'on détaillera un petit peu plus juste après. Quelques chiffres pour 2021, sur 563 donateurs, il y en avait 190 du coup qui étaient mobilisés, qui étaient donateurs en fait pour Action contre la faim, avec un don moyen de 6 €. Donc ça, c'est pour toutes les associations confondues. Et avec un taux de participation de 5% pour tout asso confondu également. Alors, je vais vous parler juste brièvement du projet au Liberia parce que c'est un beau projet qui montre un petit peu en quoi le microdon sur salaire a pu jouer un rôle justement sur l'atteinte de ces ODD et surtout, en fait, a pu être le départ d'un partenariat multipartite avec plusieurs entités du groupe BPCE. Donc, c'était un projet qui historiquement était financé donc, par certains trimestres du don sur salaire de réhabilitation de points d'eau au Liberia, construction et réhabilitation. Le Liberia, c'est un pays où un quart de la population n'a pas accès à l'eau potable. Ces chiffres grimpent en milieu rural, où il y a de nombreux puits qui sont plus en état de fonctionnement. Et il y a une couverture de l'assainissement qui est très faible. Dans certaines zones, c'est 6% des personnes qui ont accès à l'assainissement. L'assainissement, c'est d'avoir, par exemple, des latrines, etc., pour en fait ne pas polluer l'eau qu'on boit. C'est un pays où plus de 85% de la population est en insécurité nutritionnelle, donc vraiment en termes d'indice de développement humain, un pays assez bas. Et donc, il avait été décidé de financer la rénovation et la construction de plusieurs puits au Liberia. Et en fait, c'est un projet qui a été repris par notamment la Natixis Foundation, mais aussi Natixis Waste Management et BPCE dans le cadre donc, du projet des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Et donc, au final, c'est un financement donc, multipartite entre toutes ces entités-là qui a permis donc cette construction et rénovation de plusieurs, d'une quarantaine de points d'eau. Qui bénéficieront à 20 000 personnes dans un comté très rural où la couverture en eau est très mauvaise. Donc, c'est un mécanisme de financement et de soutien qui est innovant et qui part vraiment du microdon sur salaire. Alors, du coup, comme je disais tout à l'heure, depuis 2019, donc, Natixis a permis à ses collaborateurs de faire un don, un microdon, donc là on dit sur salaire, à l'association de son choix. Donc logiquement, chaque collaborateur peut accéder à la plateforme, peut choisir l'association pour reverser soit les centimes supérieurs, enfin l'euro supérieur, soit un don libre. Voilà. Si on a un peu de temps, je ferai une petite démonstration dans 5 minutes. Ok, très bien. Et juste pour vous donner une petite idée, à quoi servent justement vos dons. Donc tout à l'heure, on a dit que le don moyen, mais au global, en fait, pour l'arrondi sur salaire, s'élevait autour de 3 €, 3,50 €. Mais chez Natixis, du coup, vous êtes au-dessus. Vous êtes aux alentours de 6 € ou 6,15 € de mémoire. Alors là, du coup, j'avais donné des équivalences dons de 3 €, 45 € et 130 €, mais je me suis noté à quoi pouvait correspondre du coup 6 €. Donc, par exemple, avec 6 €, vous pouvez fournir un arrosoir à une famille de 5 personnes.
Et cet arrosoir va justement permettre va permettre à la famille d'être autonome dans la gestion en fait de ces cultures et pouvoir ensuite se nourrir, enfin ne pas connaître l'insécurité nutritionnelle et pouvoir se nourrir librement. Ça permet autrement de pouvoir fournir un filet de pêche à une famille. Donc pareil, d'être autonome dans son activité, mais ça peut être aussi un complément de revenu, car quand on pêche, du coup, on peut ensuite vendre en fait ce qu'on a pêché, donc constituer un complément de revenu. Petite information complémentaire, donc chaque collaborateur en fait qui fait un don sur salaire reçoit une déduction fiscale de 75% par rapport à la valeur de son don. Donc tous les dons transitent vers la plateforme Microdons et sont reversés aux associations à 100%. Voilà. Et dernière information concernant toutes nos formes de mobilisation qui sont possibles donc, chez Action contre la faim. Donc, il y a l'arrondi sur salaire, mais il y a également aussi beaucoup de choses qui sont proposées. Donc, c'est possible de se mobiliser en fait tout au long de l'année, soit quelques heures ou voire plusieurs jours ou plusieurs mois dans l'année, soit en utilisant en fait ses compétences professionnelles ou ses compétences personnelles. Donc, ce sera plus du bénévolat. Par exemple, comme je l'expliquais tout à l'heure, on organise souvent en début d'année des séances de sensibilisation dans les établissements scolaires pour aller proposer un projet qui s'appelle la course contre la faim et parler d'Action contre la faim et mobiliser en fait les élèves à pendant une demi-journée faire du sport pour l'association. On propose aussi tout un tas d'activités, d'événements sportifs qui permet, donc là c'est plus en forme de team building, qui permet aux collaborateurs en fait de se réunir pendant une demi-journée et de faire du sport tous ensemble et de collecter des dons. Mais également, on est aussi présent sur la partie aussi plus repas, alimentation, où les collaborateurs peuvent aussi participer à des ateliers de cuisine connectés ou bien faire un don à l'association en donnant un titre restaurant à travers l'opération Je Dèche, je donne. Voilà. Et il y a également aussi toute la partie bénévolat ou un titre individuel. Chaque personne a la possibilité de se mobiliser sur son temps personnel pour l'association et n'importe où en France. Voilà pour nous. Peut-être juste si j'ai une minute pour parler un petit peu de la stratégie à venir, outre bien sûr le renforcement de nos projets, notamment par rapport à la sécurité alimentaire, la crise qui grandit, la crise entre l'Ukraine et la Russie. On a aussi pour projet en 2023 de vraiment développer notre mission France et du coup d'avoir plusieurs programmes expérimentaux pour améliorer le don alimentaire et l'aide alimentaire en France. Donc, ça peut être tout ce qui est améliorer la qualité nutritionnelle de l'aide alimentaire, l'adaptation aux différents régimes, par exemple aux personnes diabétiques, etc. Améliorer la qualité alimentaire par des moyens innovants, par exemple de transfert monétaire plutôt que par des dons, par des colis. Voilà, et donc on a plusieurs programmes d'expérimentation qui après, une fois les résultats analysés par des chercheurs, etc., pourront servir de plaidoyer en fait, pour améliorer notamment l'aide alimentaire, mais aussi la prise en charge psychosociale et l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les camps, notamment autour de Paris, les camps de migrants, etc. Et pourront servir de plaidoyer donc, par rapport au pouvoir public, en collaboration bien sûr avec les associations françaises comme l'Armée du Salut, etc. Donc c'est un des chantiers pour 2023. Voilà, si vous voulez. On met à jour régulièrement notre site internet et on a les newsletters, etc. Si vous voulez suivre nos activités. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurie. Merci, Aurélie. Voilà, donc on a eu un panorama complet. Je crois juste que Rachel est revenue parmi nous. Donc, Rachel, désolée, une petite coupure tout à l'heure. Vous en étiez aux perspectives. Si vous voulez prendre une minute pour nous parler des perspectives pour peut-être pour France Alzheimer. Avant qu'on passe aux questions-réponses. Je voulais juste parler de 2 programmes de formation qui sont actuellement en expérimentation et un programme à destination des aidants qui accompagnent une personne malade en institution.
Voilà, on a pensé que c'était un axe à développer parce que c'est aussi une étape importante et une façon d'aider qui est différente. Et un module complémentaire à la formation à la maladie à corps de Lévy, qui est une autre maladie neurodégénérative qui est assez répandue. Donc voilà, on est en train d'expérimenter ces 2 nouvelles formations et on espère pouvoir les proposer dans tout le catalogue de formations dès l'année prochaine. Voilà. Et du coup, je peux avoir un petit peu de temps pour vous remercier encore une fois, remercier ce dispositif d'Arrondi qui nous permet de soutenir toutes ces actions. On ne pourrait pas sans la générosité. Donc, voilà, un grand merci et on espère continuer longtemps avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Oui, non, c'est un dispositif qui est très efficace, mais qu'on doit vraiment déployer, parce qu'on l'a dit, voilà, on est très content d'avoir collecté 200 000 € globalement depuis l'origine, mais et d'avoir des collaborateurs généreux, mais le 5% nous fait un petit peu de la peine. Donc, il faut vraiment qu'on monte à 10%. Ce serait formidable. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions pour nos intervenantes. Merci encore à elles. Des questions, peut-être prenez la parole en direct, n'hésitez pas, à l'oral, ou sinon posez une question dans le fil de conversation. Moi, en attendant, je peux peut-être essayer de prendre la main, peut-être pour montrer juste la plateforme. Ah, il y a Astrid qui a une question. Oui, c'est pour sport dans la ville. Vous avez évoqué le sujet du basket et du foot. Sans vouloir tomber dans les clichés de genre, est-ce que ça permet d'embarquer les filles? C'est une très Merci. bonne question. Oui, merci pour cette question qui est très pertinente. En fait, vous avez raison. Il y a une dizaine d'années, on s'est aperçu que le foot et le basket n'étaient pas les sports préférés des jeunes filles et les jeunes filles désertaient nos terrains. Et c'est la raison pour laquelle on a créé un programme qui s'appelle Elles dans la ville, qui est dédié aux jeunes filles, à leur émancipation, à leur confiance en elles. Et on a commencé par leur proposer des sports qu'elles préféraient. On a fait une étude et on propose aujourd'hui pour les filles notamment du tennis, du hand, du hip-hop et de l'initiation à la boxe. Voilà, et Merci. il y a, dans le cadre de notre partenariat avec Paris 2024, il y a plein d'autres sports olympiques à leur faire découvrir. Merci. Alors là, je suis en train de partager mon écran, mais Salomé va me dire s'il y a d'autres questions en ligne. Donc là, on voit la plateforme d'engagement pour Natixis. Donc quand vous arrivez sur cette plateforme, pour ceux qui ne la connaissent pas, la première chose très importante à faire, c'est d'appuyer sur le petit bouton Login. Et grâce au système SSO, normalement, voilà, on ne vous demande pas votre mot de passe. Voilà, donc on se connecte directement. Et là, il suffit, c'est vraiment hyper simple. Vous vous connectez, vous choisissez l'association et vous vous abonnez à l'arrondi. Voilà. Et donc vous choisissez parmi les 5 associations qu'on a vues à l'instant. Donc franchement, ça prend 10 secondes et au final, on voit que c'est super efficace au long cours, même des petites sommes collectées tous les mois, compte tenu du nombre de collaborateurs qu'on est, c'est évidemment très efficace. Est-ce qu'il y a des questions dans le fil de conversation? Non, pas encore. Alors j'en profite. Excusez-moi, vous pouvez nous redire comment Natixis abonde? Il double? 100%, c'est doublé. Votre don est doublé par l'entreprise, ce qui fait que c'est évidemment intéressant de passer par cette formule plutôt que de faire un don en direct. D'accord, merci. Voilà, et là on voit je fais de la pub pour le programme des semaines du développement durable qui démarrait donc aujourd'hui, voilà, avec le don sur salaire. Donc il y aura vendredi un séminaire sur les journées solidaires chez GFS. Donc normalement vous avez l'invitation dans votre agenda. Il y a également des webinaires avec les associations partenaires de la Fondation, hein. Il suffit de cliquer sur les liens pour recevoir les invitations. Question. Ah, il paraît qu'il y a une question. Si l'on veut donner à plusieurs associations, est-ce qu'on doit faire 2 dons? Alors, si on veut donner à plusieurs associations, malheureusement, ce n'est pas possible. Dans le système qui est là, on choisit une association et on choisit un montant de don. Après, on peut changer, on peut donner à une association pendant 3 mois, puis changer. On peut changer à tout moment, en fait. On peut changer l'association bénéficiaire, on peut changer le montant du don. Ou on peut arrêter, recommencer quand on en a envie, etc. Mais on ne peut pas donner à 2 associations à la fois. On n'a pas cette souplesse.
je continue sur le programme des semaines du développement durable. Donc là, c'est la semaine de la solidarité. La semaine prochaine, nos impacts sur l'environnement. Voilà, on invite tous ceux qui le peuvent à venir au bureau à vélo et à poster une photo d'eux avec leur vélo. Et la photo la plus likée gagnera 100 € de crédit chez un réparateur. On aura une conférence sur la biodiversité et finances organisée par BPCE. Et également, on va proposer un déjeuner végétarien sur la pause déjeuner du 29 septembre. Donc, si vous êtes chez vous ou si vous êtes aux cantines de GFS, ce sera proposé par les RIE. Et également, des portes ouvertes au jardin potager à Liberté 2 le jeudi 29 septembre. Donc, si vous ne connaissez pas ce jardin, il est magnifique et c'est un moment très agréable à passer avec les collaborateurs jardiniers. Enfin, la conférence dont je vous parlais, le 4 octobre à midi sur Liberté 2 en présentiel, ce sera suivi d'un cocktail déjeunatoire. Donc, n'hésitez pas. Inscrivez-vous à cette conférence. L'objectif, c'est vraiment de développer, de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs et après qu'ils s'inscrivent dans des ateliers très concrets pour passer à l'action, pour nous accompagner parce que l'équipe RSE ne peut pas porter l'ensemble des sujets. Chez GFS, on a vraiment besoin de relais, de personnes impliquées et motivées pour nous accompagner. Voilà, je regarde s'il y a des questions. Mais écoutez, sinon, n'hésitez pas à vous adresser à la direction RSE si vous en avez par ailleurs ou à la boîte mail à la balle RSE ou à moi-même. Voilà, merci à toutes, vraiment merci aux intervenantes. C'était super, très complet, très riche et ça donne envie évidemment de vous soutenir, de soutenir toutes ces associations. Et voilà, je suis sûre que ça va booster les inscriptions pour les semaines à venir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée.